Alors, merci à vous toutes et à vous tous. Je vais vous demander effectivement de couper vos micros. Et je vais avoir le plaisir de présenter mes deux invités. Carole Bonnery, qui est coach professionnelle, qui est cofondatrice de YouUp, un cabinet de coaching. Elle est spécialisée en management et en communication interpersonnelle. Elle a une casquette aussi sur l'intelligence émotionnelle. Donc, je crois que c'était Florence qui parlait des émotions, un vaste sujet. Donc, Carole est spécialisée là-dedans. Et puis, j'ai le plaisir ce soir de recevoir également Virginie Boirault-Galabert qui échangera donc avec Carole. Virginie est créatrice et directrice générale d'Alter Ego, qui est une agence d'intérim et de recrutement à La Réunion, qui a été fondée en décembre 2009. Et Virginie, elle applique, pour moi, elle est un modèle et c'est pour ça que j'ai pensé à elle dans cette commission. Oui, alors c'est toujours le mot modèle qui fait toujours un peu peur, mais pour moi, elle regroupe beaucoup de toutes ces valeurs autour du management bienveillant et elle travaille vraiment de cette manière-là avec ses équipes sur des actions managériales très innovantes. Donc, elles pourront peut-être vous les partager toutes les deux. Voilà, il y a Audrey, évidemment, qui est là, qui est notre hôtesse de cette commission et qui est ma partenaire pour organiser les commissions que vous connaissez. Voilà, donc je vais m'éclipser, je vais couper mon micro, je vais laisser Carole et Virginie. L'idée, c'est que vous puissiez, dans le chat, si vous avez besoin de précision, notez-les au fur et à mesure et puis comme ça, je pourrai rebondir à la fin et Carole pourra faire des précisions. Et puis, on démarre cette belle conférence. Merci en tout cas à mes deux invités et à vous qui êtes présents. À tout à l'heure. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci Delphine pour ton invitation et pour cette présentation. Alors, donc effectivement, le marketing du titre, ça c'est intéressant comme notion. Alors, je vais partager mon écran pour diffuser quelques slides. Donc, effectivement, comme l'a précisé Delphine, j'ai créé il y a maintenant une année un cabinet de coaching qui s'appelle YouUp, l'atelier talent et compétences, et où l'idée, c'est vraiment de diffuser la bonne parole sur le management bienveillant et de placer vraiment l'humain au cœur de toutes les relations en entreprise. Alors, pour ce webinaire, on va donc co-animer avec Virginie Boirault à certains moments du webinaire. On l'a organisé de cette manière-là. D'abord, de quoi parle-t-on? J'ai entendu Nathalie qui disait « le mot m'interpelle ». Effectivement, déjà, c'est de définir qu'est-ce qu'on met sous la bienveillance pour être au clair avec la définition. Ensuite, on verra quels sont les impacts et les bénéfices de ce mode de management. Et puis ensuite, comment concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme action concrète à faire pour appliquer un management bienveillant en entreprise. Alors pour démarrer, on vous propose en fait un sondage sur le management bienveillant et vous. Quelques questions, il y a 6 petites questions auxquelles il suffit de répondre par oui ou par non, selon l'avis que vous avez sur ces éléments-là. Donc, le sondage va s'afficher sur vos écrans. Donc, je lance le sondage. Donc, j'espère que pour tout le monde, c'est OK. Delphine, c'est bon? Tu le vois? Oui? OK. Super. Donc, je vous invite à répondre par oui ou par non à ces 6 questions qui permettent de voir comment vous considérez le management bienveillant. Ah, ça y est, ça. Ouais, je viens de le faire. Ouais, c'est bon, ça marche du coup. OK, super, okay. Carole. OK. Virginie, est-ce que tu l'as complété? Oui. Oui.
Alors, il nous manque une personne, à moins que ce soit moi. Est-ce que tout le monde a complété? Oui, oui. Donc, c'est ça, c'est moi qui suis la 9e et je n'ai pas complété. Ok, super, merci beaucoup. Alors, donc, je garde le sondage par devers moi et je le partagerai tout à l'heure avec vous. Voilà, voilà. Donc, pour démarrer, c'est effectivement... alors, petit souci technique par rapport au partage. Excusez-moi. Ça bloque. Alors, la technique. Technique et bienveillance, ne pas s'énerver. Carole, on n'a plus ton micro, hein, tu n'entends plus. Et si jamais tu voulais que j'essaye de partager, moi j'ai la slide. Non, je pense que... Alors, ok, c'est gentil. En fait, je repars. Ça y est, je crois que j'y suis. Donc là, vous m'entendez et je crois que c'est bon. Le management bienveillant, de quoi parle-t-on? Donc, le management bienveillant, on parle effectivement de la notion de bienveillance qui, de manière générale, est le fait de vouloir le bien de l'autre. Ça passe en entreprise par des notions de respect et d'humanité. Ça passe par mettre l'humain au cœur des préoccupations et du coup avec une notion de compréhension et d'encouragement. L'idée étant que ce management bienveillant, il est au service de faire avancer l'équipe au quotidien, et donc in fine, faire avancer la performance de l'entreprise. Alors, il y a une façon assez, je trouve, claire d'imaginer où se situe le management bienveillant selon 2 axes. Le premier axe, c'est la notion d'encouragement. Est-ce que je suis un manager qui encourage ou un manager qui n'est pas tellement dans l'encouragement, voire non encourageant du tout? Et sur l'autre axe, on va avoir la notion d'exigence. Est-ce que je suis un manager qui a une attitude exigeante, qui fixe des objectifs ambitieux? Est-ce que je suis un manager qui a une attitude plutôt permissive? Si je suis en haut à droite, entre l'attitude qui est exigeante et encourageante, c'est ici qu'on va situer la bienveillance. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est vraiment une notion où à la fois j'ai des objectifs de performance à atteindre qui sont atteignables et ambitieux, et en même temps, je vais toujours chercher à les atteindre en encourageant les équipes de façon à les pousser, à les aider à atteindre les objectifs. C'est souvent confondu avec l'attitude qui se trouve à gauche, où j'encourage, mais sans avoir une exigence forte, et qui est l'attitude de complaisance. Donc, c'est souvent ici que se situe la confusion, où on peut parfois penser que la bienveillance, c'est d'être gentil et sympa avec ses équipes, quitte à ne pas être exigeant. En bas, si je suis permissif et non encourageant, on va appeler ça la négligence. Et puis l'attitude qui est parfois courante dans certaines entreprises, c'est l'attitude d'autoritarisme, où je vais effectivement avoir de l'exigence, mais par contre, une exigence à tout prix, avec donc cette attitude de non-encouragement et plutôt de contrôle et de sanction. Donc, le management bienveillant, au final, ça consiste en quoi? Enfin, ce qu'on a mis sous cette appellation management bienveillant, en ce qui nous concerne en tout cas, c'est s'intéresser aux équipes, leur donner de l'importance, les mettre vraiment au cœur du processus. Ça va passer par de la confiance et du respect des valeurs communes qui vont être co-construites dans l'entreprise. La confiance va être vraiment l'élément clé, l'élément fondateur de la bienveillance. Ça va être proposer un cadre de travail qui soit motivant et dynamique, à la fois le cadre en termes d'environnement, mais aussi le cadre en termes de règles. Ça va être au niveau de la pression, limiter cette pression et l'ajuster en fonction des personnes, en fonction des contextes et puis de l'environnement, au fur et à mesure du temps. Ça va être aussi accompagner les collaborateurs pour développer leurs compétences, à la fois en termes de savoir-faire et à la fois en termes de savoir-être, et puis vraiment les accompagner à développer les ressources qu'ils ont, qu'ils connaissent pour certains, d'autres non. Et puis c'est également consacrer du temps à des pratiques qui vont favoriser le bien-être. Et après, on reviendra de manière plus spécifique dans la troisième partie sur tous ces éléments-là.
Alors, le management bienveillant, l'idée, c'est de faire tomber certaines croyances qu'il peut y avoir, comme quoi, par exemple, le management bienveillant, eh bien, ce serait une mode. Le management n'est pas une mode, mais plutôt quelque chose qui est nécessaire aux entreprises pour pouvoir, sur la durée, performer. Le management, la bienveillance, c'est de la complaisance. Alors, on a vu dans le petit schéma juste avant que non, la complaisance, c'est autre chose. La bienveillance, c'est aussi de l'exigence. Que mettre la pression, ça fait avancer le business. Un peu de pression, pourquoi pas, mais trop de pression, non. Que trop de liberté, ça peut être dangereux. La liberté, elle est fixée dans un cadre sécurisant. Quand je suis trop sympa, on ne me respecte plus. Ce que j'entends beaucoup quand je forme ou quand je coach en entreprise, c'est que la bienveillance, c'est le monde des bisounours. Et que donc, quand on veut faire du business, on n'est pas dans le monde des bisounours. Voir que la bienveillance est une faiblesse. Alors, je vais partager les résultats du sondage avec vous pour vous montrer effectivement par rapport à ces croyances comment le groupe se situe. Le groupe se situe donc sur le fait que pour certains, c'est quand même un peu une mode. Il y a 38-40% du groupe qui pensent que c'est une mode. Un levier de motivation pour mes salariés, là, vous êtes tous d'accord à 100%. Un management de complaisance, vous êtes tous pas d'accord à 100%. Un enjeu, oui. Inefficace, parce que les gens ont besoin d'être sous pression. Donc, au final, à part la notion de mode, que peut-être certains ont vu dans le sens où on en parle beaucoup, donc ça pourrait sembler à la mode, comme les notions de bien-être au travail et qualité de vie au travail. Ce qui est sûr que ce n'est pas une mode, c'est au contraire un courant fondamental dans les entreprises aujourd'hui, que ce soit un peu partout dans le monde. Alors, quand je m'arrête trop sur une diapo, je ne peux plus continuer. Alors, les croyances, je repartage. Je suis désolée de ces éléments. Éléments techniques un peu pénibles. Alors, ça revient. Donc, le management bienveillant, vraiment en 2 secondes, le poids de l'histoire. C'est vrai que le management bienveillant, il est déjà très présent dans les pays anglo-saxons et notamment et aussi dans les pays d'Europe du Nord, où les notions de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, d'environnement, d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce sont des sujets qui sont travaillés depuis longtemps et qui sont tout à fait fondamentaux. Le management est vraiment tourné vers l'humain au cœur. En France, on peut parfois avoir du retard parce que à la fois on a un héritage managérial qui est issu de notions plutôt de contrôle, de conformisme, de rigueur, de cadre. Et c'est plus récemment qu'il y a eu vraiment des prises de conscience suite à des événements dramatiques dans certaines entreprises et qui ont vraiment fait prendre conscience de l'importance de propager le bien-être au travail et donc la bienveillance dans les actes managériaux. Alors, quels sont les impacts de ce management bienveillant en entreprise? Les impacts, alors on commence par les impacts à l'inverse, les chiffres inquiétants qui sont aujourd'hui intéressants à connaître en France. Une étude du cadre emploi en juin 2019, auprès de plus de 1000 cadres, a montré que 50% des cadres qui ont été interrogés ont déjà vécu des symptômes de burn-out, dus donc à des excès de pression, à une charge de travail très lourde, souvent combinée à un manque de reconnaissance et aussi à cette notion de stress. Donc le stress étant cet équilibre que je n'arrive pas à faire entre à la fois les contraintes qu'on me donne et les ressources que j'ai en face pour y faire face. Donc plus de 50% des cadres ont déclaré avoir déjà vécu des symptômes de burn-out. Alors que plusieurs études, mais notamment celle du MIT, ont montré, en interrogeant donc un certain nombre de salariés, que les salariés heureux dans leur travail, eh bien, comment ils sont? Ils sont 2 fois moins malades, ils sont 6 fois moins absents, ils sont 9 fois plus loyaux, fidèles à l'entreprise et loyaux en termes de faire le mieux qu'ils
peuvent en entreprise. Ils sont 31% plus productifs et 55% plus créatifs. Et comme vous le savez, la créativité aujourd'hui en entreprise, c'est un élément fondamental par rapport à la concurrence et à la mondialisation. Donc voilà, au final, cette étude, elle prouve bien qu'un salarié qui est bien dans son travail, donc que je manage avec bienveillance et que j'encourage, et bien voilà les résultats qu'il va pouvoir obtenir. Donc des impacts qui sont clairement très, très bénéfiques. Des bénéfices qui sont tout à fait inestimables, même si on peut les estimer, puisque Virginie va tout de suite après vous dire en termes de bénéfices comment ça fonctionne chez elle. La bienveillance, donc c'est l'humain au cœur, qui va effectivement provoquer le bien-être de tous. Alors je crois que tout à l'heure, c'était Samantha qui a parlé qu'effectivement, le management et la bienveillance au travail, ça ne va pas avoir des impacts que sur les salariés. Ça a aussi un impact sur le manager lui-même, ça a un impact sur le dirigeant de l'entreprise et ça a un impact globalement sur toutes les personnes de l'entreprise et on le verra, ça a même un impact sur l'extérieur de l'entreprise. Et puis ce bien-être de tous, qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence? De la performance, à la fois en termes de gains, du gain financier, que ce soit chiffre d'affaires, marge, etc. Et également une baisse des coûts, notamment des coûts humains. Alors, rapidement, ce que ça va permettre, ça va permettre des bonnes relations en entreprise et un esprit d'équipe. Ça veut dire de la co-construction, du partage d'expériences. Ça va permettre de la confiance, d'avoir de la confiance. Ça va permettre que les personnes se sentent en confiance pour pouvoir prendre des initiatives, pour pouvoir être créatifs. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de diminuer le stress. Je vous parlais tout à l'heure de cet équilibre entre ma contrainte et ma ressource. À partir du moment où ma contrainte est forte, si je sais que de toute façon, je suis encouragée pour pouvoir y répondre, ma balance du stress s'équilibre. Et donc, j'ai un stress peut-être léger, mais qui est plutôt un stress de performance. Ça va générer un sentiment d'efficacité personnelle. Je prends des initiatives, je suis plus créative, je suis donc efficace. Ce qui génère aussi un sentiment de fierté et d'appartenance à l'entreprise. Ce qui va avoir un impact sur la qualité de la relation avec les clients et tous les interlocuteurs externes à l'entreprise. C'est-à-dire que le bien-être de tous, comme je vous disais, il ne va pas être qu'en interne de l'entreprise, il est aussi à l'extérieur, puisqu'on le sait, la manière dont une entreprise se sent, la manière dont les salariés se sentent dans leur entreprise, se reflète dans les relations avec l'extérieur de l'entreprise. Ça va permettre une augmentation de l'engagement et de la productivité, une bonne image en tant qu'employeur et donc recruteur, ce qui est aussi un enjeu majeur des entreprises. Et puis, bien sûr, une baisse de l'absentéisme et du turnover, parce que les personnes se sentent bien dans mon entreprise, qu'elles ont envie d'y être, de donner le meilleur d'elles-mêmes et de performer. Alors, Virginie, je te passe la parole. Merci. C'est OK pour toi? Oui, que je sache ce que je dois dire. Voilà. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je dirige la société Alter Ego sur Indien, qui est une société de recrutement et d'intérim que j'ai créée il y a une dizaine d'années maintenant. Et c'est une entreprise que j'ai créée après avoir eu une expérience dans une grosse multinationale, Manpower, et dans une grosse PME locale. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai eu vraiment envie d'être en rupture complète par rapport à ce que j'avais connu en termes de management. Et donc, j'ai voulu créer une entreprise. Enfin, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui était mes propres leviers motivationnels. Et j'ai voulu une entreprise dans laquelle on se sente bien. Pour avoir été moi-même un peu en souffrance dans les entreprises précédentes dans lesquelles j'avais travaillé, en tant que salarié et en tant que manager, du reste. Donc, du coup, je me suis lancée dans cette aventure entrepreneuriale et je me suis dit, en fait, moi, ce qui me faisait avancer lorsque j'étais salariée, c'était la confiance. Et quand on me faisait confiance, j'arrivais à faire des miracles, j'étais vraiment très performante. Et donc, je me suis dit, dans cette entreprise, dans mon entreprise, le premier mot, la première chose, la première valeur qu'on va incarner, c'est la confiance. Donc, j'ai voulu créer cette entreprise bienveillante, collaborative. Et quelques années plus tard, dans une conférence, j'ai appris qu'il y avait quelque chose qui s'appelait l'entreprise libérée.
Et je ne connaissais pas du tout ce concept. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est un peu ce que je fais chez moi. Et du coup, je suis allée encore plus loin dans mes pratiques managériales parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que moi, je pratiquais à titre personnel et de façon très intuitive pouvait ressembler à un modèle managérial. Et du coup, ça m'a un peu, on va dire, légitimée dans mes pratiques. Donc aujourd'hui, je dirige 28 collaboratrices. J'ai 4 agences, donc je suis dans une multi-site. Donc, ce qui était facile au départ quand on était sur un seul site avec 3 collaboratrices, ça s'est un petit peu complexifié. Donc, il a fallu vraiment qu'on travaille sur du collaboratif. Mais lorsqu'on est sur du multi-site, c'est compliqué que tout le monde incarne les mêmes valeurs, qu'il n'y ait pas de compétition entre les agences, etc. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je crée des espaces d'expression communes à toutes les agences. Et donc, j'ai fait des séminaires, j'ai travaillé, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai travaillé sur les valeurs de l'entreprise. Et je me suis dit, ce que je voulais, en fait, c'était une entreprise harmonieuse. En fait, je voulais que dans toutes les agences, il y ait la même sérénité, le même bien-être au travail et que tout le monde soit content de venir travailler dans mon entreprise. Du coup, les questions que je me suis posées, en fait, je me suis toujours demandé qu'est-ce que je peux faire pour que mes collaborateurs se sentent bien. Qu'est-ce que je peux créer? Et en fait, ça nécessite d'avoir beaucoup de créativité parce que une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est les surprendre. Donc, leur faire des surprises, leur inventer des choses qui n'existent pas. Et du coup, je suis tout le temps dans cette logique. En plus, au bout de 10 ans, on commence à avoir un peu moins d'idées. Et il faut toujours se réinventer et faire en sorte d'être stimulant et d'incarner cette entreprise bienveillante, créative, etc. Donc, le principe fondamental, en fait, chez moi, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie et que chaque collaborateur est autonome et a un espace de confiance, enfin un capital confiance qu'on lui donne quand il est engagé. Et donc, du coup, il n'y a pas de contrôle. On ne va pas contrôler ce qu'il fait. On va lui dire qu'on lui fait confiance et qu'on est ravi de travailler avec lui. On va le valoriser. On va attacher beaucoup d'importance au recrutement et notamment, on va recruter de façon collégiale pour que tout le monde puisse choisir, pour qu'on puisse choisir ensemble les nouveaux collaborateurs, enfin collaboratrices là en l'occurrence, mais on aimerait bien avoir des hommes, hein, c'est pas qu'on ne veuille pas. Donc voilà, on recrute collectivement et on attache beaucoup d'importance aussi à l'intégration de la personne, à faire en sorte que quand elle arrive chez nous, elle se sente bien et elle soit accompagnée pendant toute la période, on va dire, de cette période d'intégration. Et une des motivations, en fait, qui était, au départ, pourquoi j'ai voulu tout ça, je tiens à être transparente et honnête avec vous, c'est que j'avais un projet quand j'ai créé mon entreprise, c'est que je voulais faire un tour du monde avec ma petite famille, j'ai 3 enfants, et je me disais, il faut quand même que j'arrive à créer une entreprise qui fonctionne sans moi. Et une des motivations, c'était de se dire, si chacun a un espace de liberté, en tout cas, c'est ce qu'on attend de lui, est libre de faire comme il le souhaite, pourvu qu'on aille au résultat, et le résultat, enfin, en tout cas, l'objectif, il est collectif. Si chacun sait ce qu'on attend de lui et se sent bien dans son travail et engagé, je n'ai pas de doute sur son engagement, enfin, sur sa performance. Et du coup, ça va pouvoir, cet organisme vivant va pouvoir vivre sans moi. Et c'est ce que j'ai fait en 2018. J'ai bien fait d'ailleurs de le faire en 2018 parce qu'en 2019, ça aurait été plus compliqué. Mais en 2020, j'en parle même pas. En 2018, je suis partie pendant 5 mois avec toute ma petite famille et mon entreprise, qui était en plus en pleine expansion, a fonctionné sans moi pendant 5 mois. Donc ça, c'était une grande fierté et c'était aussi une fierté pour les collaborateurs parce qu'ils se sentaient vraiment investis dans le fait de devoir faire tourner la boutique sans le chef. Donc moi, mon rôle managérial, en fait, je le conçois comme un peu un mentor, quelqu'un d'inspirant, de bienveillant. Effectivement, je ne veux que du bien dans cette entreprise. Je ne souhaite pas qu'il y ait de conflits. Donc, j'essaie de mettre en place un climat pour que les gens puissent s'exprimer, se sentent bien. Et pour ça, il faut aussi être très à l'écoute de leur histoire aussi. Et de leur… Tu peux passer la slide suivante, Carole, s'il te plaît. Alors, ce sera après, la slide suivante.
Ce que je te proposais aussi, c'est de partager en termes de performance, puisqu'on lit management bienveillant et performance. Est-ce que ça a eu un impact sur la performance de ton entreprise? Alors oui, sachant qu'au départ, je ne cherchais pas ça vraiment. C'est que je voulais avoir juste une entreprise qui fonctionne bien, où tout se passe bien, et bien sûr avoir des résultats, bien entendu. Mais je n'imaginais pas, en fait, quand j'ai démarré mon entreprise, la première année, on est 3 collaboratrices et on fait 1,8 million de chiffre d'affaires. Et 10 ans après, on fait 18 millions, plus de 18 millions. Et on a progressé tous les ans pendant 10 ans. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle progression dans l'entreprise. Et je pense qu'elle est due au fait que les gens se sentent bien, ça c'est sûr, mais elle est due aussi au fait qu'en termes d'argumentaire commercial, moi quand je rencontre un nouveau chef d'entreprise et que je lui dis que j'aimerais bien travailler avec lui et qu'il me confie sa flexibilité et ses problématiques RH, je lui parle de mon modèle et souvent ce sont des DRH et ils y sont sensibles. Et c'est vraiment un modèle, enfin pour moi c'est un argument différenciant par rapport à d'autres entreprises qui ne pratiquent pas ça et qui permet de dire d'abord c'est différenciant et c'est effectivement les gens vous donnent 2 fois plus que ce que vous attendez d'eux. Donc voilà, c'est pas forcément pour ça qu'il faut le faire, mais c'est une conséquence en fait. Moi, je l'ai fait pour me sentir bien en tant que dirigeante et me dire si moi je suis épanouie dans mon entreprise, je ne voulais pas de stress, je voulais avoir le moins de problèmes à gérer. Et ça passe par des collaborateurs qui sont heureux dans l'entreprise et contents de venir travailler. Et ensuite, la performance, elle est de fait, puisque de toute façon, ils sont bien, donc ils vous donnent plus, donc ils sont généreux. Et c'est vrai qu'il faut quand même incarner aussi être qui on est. Donc moi, je suis quelqu'un de très... j'aime les gens, fondamentalement. Donc, ce n'est pas un effort pour moi que de m'occuper des personnes qui me font confiance en venant travailler dans mon entreprise. C'est assez naturel chez moi. Voilà. Et la performance, oui, clairement, il ne faut pas avoir de doute là-dessus. C'est évident qu'une entreprise dans laquelle on se sent bien est une entreprise qui est performante parce que chacun se surpasse. Et moi, je reçois des messages tout le temps de mes collaboratrices toutes les fins d'année pour me remercier, pour dire à quel point elles sont fières. Il y a aussi tout le côté marque employeur. Elles sont fières de travailler pour nous parce qu'on a cette image maintenant qui est réelle d'entreprise dans laquelle il fait bon venir travailler. Donc, on reçoit beaucoup de candidatures d'autres entreprises, de certains de nos confrères. Ils nous disent, on veut venir chez vous parce que chez vous, c'est différent, parce que chez vous, c'est comme ça. Et on sent. Et puis, je pense qu'en termes de communication, on sait bien faire passer ces choses-là aussi. Mais performance, aucun doute là-dessus. Okay. C'est une motivation comme une autre, mais ce n'était pas ma motivation principale au départ. C'était plutôt être vraiment dans quelque chose d'harmonieux, voilà, quelque chose qui me ressemble quelque part aussi, de me dire que mon entreprise devait être un endroit où l'amitié est autorisée, où on se sent bien, où on est le sourire, où on a envie d'aller travailler, où on peut s'exprimer, où on peut aussi être créatif et proposer des choses, où les relations ne sont pas cloisonnées à une fonction. Et voilà, on attend ça de toi, voilà ta mission. Alors chez nous, il n'y a pas de fiche de poste, il y a des feuilles de route. On a des feuilles de route. On est vraiment... Après tout ça, pour moi, ça a été du bon sens et du feeling. Maintenant, je vois qu'effectivement, on parlait de mode tout à l'heure, je vois que maintenant, c'est quelque chose qui prend de plus en plus dans les entreprises parce que les gens se rendent compte qu'il faut faire du bien aux gens avec lesquels on travaille. C'est un espace, pour moi, l'entreprise, c'est un espace où on est heureux. Ce n'est pas un espace où on vient travailler en se disant, oh là là, il faut que j'aille gagner ma vie, quoi. Alors, je rebondis là-dessus. Effectivement, le travail est au départ un endroit où on se sent bien, on s'épanouit, on construit des relations sociales, on grandit d'un point de vue aussi compétences. Et c'est vrai que la notion de bien-être au travail, elle est de plus en plus importante parce qu'on s'aperçoit que dans trop d'endroits, elle a été un peu mise de côté au profit justement de la performance. Donc, le témoignage de Virginie permet de voir qu'effectivement, la bienveillance, le fait de s'intéresser aux gens de manière sincère et de faire en sorte qu'ils soient bien, développe réellement la performance. Alors, j'aime bien la théorie du garden management, qui est pour le coup une sorte d'analogie que je trouve assez jolie.
c'est de se dire qu'on n'a jamais vu un jardinier qui tirait sur une plante pour qu'elle pousse, ou qui lui criait dessus pour qu'elle pousse, ou qui était voilà, sur son dos en permanence pour s'assurer qu'elle pousse. L'idée du jardinier, c'est que comme le manager, eh bien, il va créer un environnement qui est propice. Il va mettre le bon terreau, il va planter les graines, il va arroser, il va accompagner, il va être patient, souvent patient, et puis faire confiance que la plante, si elle est dans le bon environnement, si elle a les bons soins, si elle est bien accompagnée, si elle est bien entourée aussi, eh bien, elle va, de toute façon, elle va pousser. Donc, les quatre piliers qu'on vous propose par rapport au management bienveillant, c'est la notion de posture managériale que je vais approfondir un petit peu après. Qu'est-ce que c'est la bonne posture managériale, hein? C'est Jean-Gaël qui parlait, il me semble, non, c'était Tom qui parlait des styles de management. Il y a le style de management et la posture du manager. Donc, c'est quoi la bonne posture managériale? Ça va être de chercher à comprendre l'autre. Ça, c'est un élément essentiel au management bienveillant. C'est-à-dire qu'à la fois, je dois être en capacité de comprendre comment moi je fonctionne, notamment d'un point de vue émotionnel, mais pas que. Quels sont mes comportements de préférence, comment je me suis construit, et également aller comprendre comment fonctionne l'autre. Renforcer la communication et la relation. Ça va passer, c'est ce qu'a dit Virginie également, hein, ça passe vraiment par de la communication de façon systématique, en individuel, en collectif. Tout ça pour que la relation entre les personnes soit toujours privilégiée. Et puis, la notion de développer un environnement de travail qui est favorable, que ce soit l'environnement physique et l'environnement aussi psychologique. Le portrait du manager bienveillant, alors à travers quelques items, hein, il fallait en choisir quelques-uns, on a pris les plus importants. C'est un manager qui ne dissimule rien, qui assume, avec une communication transparente. Ça peut parfois porter à débat, mais plus je vais être transparent en entreprise, et d'ailleurs Virginie en a parlé, plus ma communication va être vraie et je vais pouvoir établir de la confiance. Du courage pour assumer un certain nombre de sujets, même délicats, et aussi assumer des erreurs. Parce que le manager bienveillant a des limites, il n'est surtout pas parfait, parce qu'aucun manager n'est parfait. Et donc, l'idée, c'est que voilà, il assume ses erreurs, il sait reconnaître ses limites de la même manière qu'il saura les reconnaître aussi chez les collaborateurs. L'idée, c'est qu'il est à l'écoute, hein, on parlait communication, l'écoute de ses collaborateurs, c'est un élément fondamental. Donc, il entend les souhaits et les besoins aussi. Ça veut dire qu'il a une écoute active et qu'il décèle ce qui se passe. Ça veut dire qu'il passe aussi par l'écoute des émotions, dont parlait peut-être Florence tout à l'heure. L'écoute des émotions, ça veut dire que le manager bienveillant a absolument besoin d'être au clair lui-même en termes d'intelligence émotionnelle sur comment il gère, comment il accueille et comment il gère et utilise ses émotions. C'est aussi quelqu'un qui donc a de l'empathie, qui sait repérer chez l'autre ce qui se passe. C'est quelqu'un qui, du coup, va avoir aussi beaucoup de disponibilité et s'intéresser aux gens en tant que personne. Virginie a parlé de quelque chose de très important, c'est d'être sincèrement intéressé par les gens. Alors, bien sûr que tout le monde est intéressé par, tout manager est intéressé par ses équipes, mais là, c'est vraiment être intéressé de façon on va dire, pas qu'en surface et pas qu'en tant que salarié, mais aussi en tant que personne. C'est quelqu'un qui va mettre son ego de côté et valoriser l'intérêt collectif. Parfois, peut-être dans une décision collective, ce n'est peut-être pas le manager qui aura le dernier mot, c'est peut-être pas lui qui aura finalement la décision finale, parce que c'est le collectif qui va faire pencher la balance. Et ça, c'est pas toujours facile pour un manager de laisser finalement la main en termes de décision. Et donc, il sollicite beaucoup l'avis des autres. Et puis, fondamentalement, il fait confiance et accorde le droit à l'erreur. Ça, c'est vraiment le fondamental, de manière à encourager les gens à être autonomes, à prendre des décisions, à prendre des risques, à être créatifs, à être vraiment en liberté d'action dans un cadre prédéfini et co-construit. Quoi d'autre? Il est juste et constant. C'est important en termes d'équilibre d'avoir... en tant que manager, d'avoir des bonnes relations avec tous et d'être équitable à la fois dans les compliments, dans les encouragements et à la fois dans les critiques qui ne manqueront pas d'arriver.
Pratiquer la reconnaissance et l'encouragement, donc là, c'est vraiment tout simplement, ça peut passer par des bravos, des merci, que ce soit pour des tout petits pas, pour des petits succès, des moyens succès, des gros succès. Et puis, cette notion de feedback qui permet à tous de savoir où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait de bien et comment je peux progresser à tout moment. Voilà. Donc, le feedback, ça va être un des outils extrêmement pertinents. Bien évidemment, le manager bienveillant, il est ouvert, donc il n'impose pas, il propose. Beaucoup de décisions sont prises en collectif, avec des objectifs ambitieux et réalistes. Et puis, beaucoup de délégations. Virginie, tout à l'heure, nous a parlé de sa possibilité de faire un tour du monde pendant plusieurs mois. Donc, effectivement, il y a beaucoup de délégations et de confiance accordée à ses collaborateurs. Et puis, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. Non pas qu'il soit exemplaire, parce qu'encore une fois, le manager n'est pas exemplaire dans le sens où c'est quelqu'un de parfait. Par contre, c'est la notion de modeling, hein, ce qu'on pratique dans le coaching, c'est-à-dire que le manager devient comme une sorte de modèle. C'est-à-dire son comportement, sa manière de faire, sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière d'être en relation avec les autres. Tout le monde peut quelque part prendre modèle sur ça pour pouvoir le répéter. Et aussi, c'est quelqu'un qui va impulser la cohésion d'équipe. C'est-à-dire que c'est vraiment une forme de sponsor aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment moteur pour impulser toutes ces actions auprès des équipes, co-construire, partager à tout moment. Alors, Virginie, je te laisse de nouveau la parole sur donc toutes les actions que tu as pu mener et qui ont permis de mettre en œuvre le management bienveillant. Alors juste ça, c'était une petite slide pour vous remettre un peu les principes de mon entreprise. Donc l'entreprise collaborative, donc l'humain au centre, pas d'hierarchie, ce que je vous disais tout à l'heure, pas de contrôle permanent, un climat de confiance, favoriser le bien-être au travail. Donc vous allez voir que ça passe par plusieurs actions, notamment des actions qu'on a menées avec Delphine. Chaque personne est autonome, responsable, des règles quand même, parce que c'est pas non plus... c'est pas un joyeux bordel, comme on dirait. Il y a quand même des règles pour que chacun trouve son espace de liberté, mais que ça n'empiète pas sur l'espace de l'autre. Travailler avec plaisir. Et ma conception du rôle du manager, qui est vraiment de rendre son collaborateur autonome, responsable et épanoui. Pour cela, donc, il faut partager des valeurs communes, les faire vivre. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc, nous, nos valeurs, c'est la confiance. Ce sont des valeurs qu'on a déterminées dans un séminaire de fin d'année il y a quelques années, qu'on revisite régulièrement. On refait des séminaires pour voir si ça reste nos valeurs. Donc, elles ont un petit peu évolué au fil du temps. En tout cas, il y a la confiance qui a toujours été le maître mot chez nous. Et cette valeur-là, elle doit se traduire dans nos actes à tous les niveaux. Le partage, l'optimisme, la réussite et l'esprit d'équipe. Donc, on a quand même aussi une culture du résultat. On aime la performance chez nous. Et cette énergie collective doit être mise à la disposition de l'entreprise. Donc, c'est important ces valeurs parce que quand on a un souci, et ça nous arrive quand même parfois, même si on est dans une entreprise où le climat est vraiment plutôt bon, quand j'ai un problème avec un collaborateur, je revisite l'ensemble de ces valeurs pour voir si le collaborateur est en phase avec ces valeurs. Et souvent, quand il y a un problème, c'est qu'il est en perte de confiance envers lui-même ou au niveau de l'équipe, il y a un problème. Et à chaque fois, ça nous permet c'est vraiment notre repère, en fait. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc ça, c'est notre organigramme. Donc, il est vraiment son début. Alors, chez Alter Ego, on aime bien les cercles. Ma petite chargée de com se moque toujours de moi parce qu'on met tout dans des cercles, des ronds. Il n'y a rien de carré, en fait. C'est toujours très rond. Donc, voilà, des fonctions support quand même de direction et de management, mais qui sont au service, en fait, des agences. Et dans les agences, il faut qu'elles aient un titre parce que sur les fiches de paye, malheureusement, on est obligé de mettre un titre. Mais comme je vous disais tout à l'heure, pas de fiche de poste. Chacun a une sphère de compétences. La hiérarchie se fait plutôt par compétences, justement, ou par ancienneté, ou par charisme. En fait, souvent, les personnes prennent le leadership de par leur connaissance, on va dire, du métier. Tu peux passer. Et les actions concrètes. Alors, je vous ai mis un exemple d'action concrète.
D'abord, ça a été de mettre en place dans les agences une façon de travailler plus collaborative d'une part et puis plus chaleureuse, plus un peu comme à la maison, le petit canapé pour se reposer si on est fatigué, le mode bistrot parce qu'on aime bien être... on aime bien fêter nos réussites et du coup on a un peu la culture du bistrot quand même et puis voilà des plans. Bon, après c'est très girly, c'est très on a conçu tout ça ensemble aussi hein, avec notre architecte et en tout cas on voulait un espace qui nous ressemble et dans lequel on se sente bien. Et puis aussi, on voulait, comme on est dans le recrutement, on voulait un peu casser le code du recrutement et ne pas avoir un bureau avec une personne d'un côté et une personne de l'autre, avec celui qui a le job et celui qui ne l'a pas. Et là aussi, maintenant, on recrute plutôt côte à côte. Bon, avec le Covid, on fait attention, on a un peu changé nos pratiques, mais globalement, on préfère recruter la personne, qu'elle se sente bien, qu'elle soit dans un climat favorable, plutôt que de la stresser, de la mettre derrière un bureau et d'être dans une posture de « je suis le recruteur et toi, tu es celui qui cherche le job ». Donc, alors, ne rien imposer, être dans le collaboratif. Donc, on se pose toujours la question de savoir, par exemple, quand on recrute, je vous disais tout à l'heure, on fait un petit comité de recrutement, on prend une personne par agence, on croise nos regards beaucoup. Je croise toujours mon regard de celui de mes collaboratrices parce que d'abord, on a des âges différents, donc des cultures différentes, et puis c'est toujours intéressant d'avoir des idées qui viennent d'un peu partout. Donc, les feuilles de route. Alors, chez moi, je ne sais pas si j'ai raison de faire ça, mais ça fait quand même 10 ans que je le fais et ça marche plutôt bien. L'affect est autorisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de distance, on est comme, enfin, voilà, l'amitié est autorisée même. Et en fait, le fait d'avoir créé ça fait que les filles se voient beaucoup entre elles. Enfin, les collaboratrices font des choses ensemble, font du sport ensemble, certaines, d'autres pas. Et en tout cas, une fois par trimestre, je leur ai donné un budget pour qu'elles fassent quelque chose ensemble si elles en ont envie, à l'extérieur. Donc, elles vont faire un escape game, elles vont faire une soirée, elles vont faire le bateau, le Maloya. En tout cas, c'est financé par l'entreprise et c'est, si vous avez envie, ça peut être 2 agences, ça peut être 3 agences, ça peut être toutes les agences, ça peut être une agence. Elles font ce qu'elles veulent, mais c'est à elles elles ont ce budget-là et elles font ce qu'elles ont envie de faire. En tout cas, et des fois, elles m'invitent. Elles peuvent m'inviter aussi dans ces soirées-là, c'est arrivé. Voilà, donc l'affect, des messages de remerciement réguliers, effectivement, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, dès qu'on a un résultat, une performance particulière, tout le monde reçoit un message. J'ai déjà envoyé des messages chez eux aussi. J'ai déjà fait livrer des orchidées à chacune dans leur maison pour les remercier d'une performance particulière. J'essaie de trouver toujours des idées pour, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, les surprendre. Et en tout cas, jamais oublier de dire merci de toute l'énergie qu'elles mettent et de tout cet engagement. Et ensuite, effectivement, les problématiques de chacun. Donc, 28 femmes qui ont des contraintes familiales, d'enfants, du stress dû aux bouchons, aux embouteillages, etc. Moi, je leur ai dit... les horaires, il y a des horaires d'ouverture d'agence où vous organisez pour qu'il y ait les horaires, enfin que l'agence soit ouverte sur l'amplitude. Après, si vous arrivez avant, après, pendant, enfin peu importe, c'est vous qui vous organisez. Elles sont totalement libres dans les agences de s'organiser pour couvrir les amplitudes. Voilà, donc beaucoup de rituels de soirée. Donc tous les ans, au Sakifo, on fait une soirée avec nos clients et on fait une soirée entre nous pour fêter nos performances et juste parce qu'on est trop content d'être ensemble et de passer un moment festif. On fête les anniversaires. Alors, plus on a grandi, plus c'était compliqué, hein, les anniversaires, surtout sur du multisite. Mais en tout cas, si moi, je ne le fais pas, les filles ont pris aussi le lead là-dessus et il y aura toujours un bouquet de fleurs. Une personne dont c'est l'anniversaire, elle n'arrivera jamais dans son bureau avec rien. Il y aura toujours une petite attention, un cadeau, un bouquet de fleurs, un déjeuner le midi ou quelque chose, quoi. On fête les records, on fête de tout ce qu'on peut fêter. Un nouveau client, on fête aussi. Les cadeaux de fin d'année très personnalisés, je sais ce qu'elles aiment en termes de couleurs, je sais ce qui leur vont, je sais quels sont les sports qu'elles pratiquent. J'essaie vraiment, quand on se dit s'intéresser aux gens, c'est vraiment s'intéresser aux gens, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui leur fait plaisir. Si je me pose la question aujourd'hui, j'ai envie de faire plaisir à un collaborateur, qu'est-ce qui leur fait plaisir? Et donc voilà, et ensuite pour finir, 2 séminaires, 2 fois j'ai amené toute mon équipe à Maurice, donc la totalité de l'équipe, pour faire un séminaire. Mais c'était surtout pour être ensemble.
On a un petit peu travaillé une demi-journée, mais c'est surtout voilà, pour remercier là aussi d'une performance exceptionnelle sur l'année, c'était l'année 2017, hein, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, un voyage humanitaire, ça c'est à Madagascar l'année dernière, enfin, quand on avait 10 ans. Pour fêter nos 10 ans, je leur ai proposé ou de faire une grosse soirée avec nos clients, les intérimaires, etc., ou de faire une action humanitaire. Et elles ont toutes choisi de porter cette action. Donc, on est allé avec une partie de l'équipe aider une association à Madagascar pendant 10 jours. Et là aussi, c'était encore une aventure collective, c'était encore quelque chose à partager et hors du cadre. Donc, en fait, ce qui nous lie vraiment, c'est tous ces moments qu'on partage hors du cadre. Et ce qui fait que quand on se voit, quand on est ensemble dans le travail, ben, on a partagé tout ça en dehors. Ça crée vraiment une énorme force collective. Et voilà, je vous disais, la petite slide du bas, c'est un escape game qu'elles sont allées faire. Donc, à chaque fois qu'elles font un escape game, elles m'envoient une photo pour me dire merci, c'était super. Voilà. Voilà quelques exemples. Super. Donc, la conclusion, c'est finalement la bienveillance au travail. Ça apporte à la fois de la performance, ça c'est sûr, et puis ça apporte du bien-être donc à tous, hein, que ce soit les collaborateurs, les managers et les dirigeants. Ouais, alors Virginie ? je n'ai pas précisé, mais bon, quand même, Delphine étant là, il faut quand même rendre à César ce qui est à César aussi. Avec Delphine, l'ensemble de mes collaboratrices ont vécu les Happy Morning. Donc, on l'a aussi parce qu'on s'est dit, on peut pas ne pas penser à la santé des collaborateurs. Et nous, on est dans un métier où il y a énormément de stress parce qu'on travaille toujours dans l'urgence, on a des grosses amplitudes horaires. Là, alors, je vous parle, il y a encore une collaboratrice qui est dans un bureau en train de travailler. Sur une commande urgente pour demain, et il y a toujours du stress. Donc, le fait d'avoir fait ces happy morning, avoir appris à faire des petites méditations rapides, bien se nourrir le matin, et puis aussi, on a travaillé sur l'image de soi, parce que là aussi, c'est important de bien se sentir dans sa peau, de savoir comment se mettre en valeur, etc. Donc, là, j'ai parlé beaucoup des actions collectives qui soudent l'équipe, de cohésion, mais le côté santé, bien-être est très, très important chez nous aussi. Et on est très soucieux de ça et Delphine nous accompagne sur ces thématiques-là. Voilà. Ok, donc nous en avons terminé sur le management bienveillant qui est vraiment fondamentalement la clé du bien-être au travail et de la performance de l'entreprise. Donc, c'est le bien-être au travail pour tous et la performance de l'entreprise. Voilà, donc merci pour votre écoute. Ouais, merci beaucoup, Carole et Virginie. J'ai trouvé ça très énergisant. On ressent beaucoup dans dans votre conférence cette énergie que vous rayonnez. Donc, c'est chouette. Merci à vous deux. Merci Virginie pour tes beaux témoignages. Carole, merci pour cette conférence qui était très claire et limpide. On va passer au temps des questions si vous en avez envie, si vous le souhaitez. Donc, l'idée, c'est que voilà, vous pouvez retirer votre micro et si vous avez quelques questions à poser à Carole, à Virginie, n'hésitez pas avant que nous clôturions notre conférence. Samantha, j'ai vu que tu avais retiré ton micro. Je n'arrive pas à m'empêcher d'avoir des remarques ou des questions, donc je vais le faire. Merci. C'est avec plaisir. J'ai d'abord une remarque et ensuite une ou des questions. Alors moi, j'ai coché, je savais que je cochais pas ce qu'il fallait cocher hein, à la mode. Hein. J'ai coché à la mode management bienveillant et je confirme que c'est ma perception, hein, même après votre conférence, hein, parce que dans ce qui est identifié comme étant les règles d'un management bienveillant, moi j'aurais tendance à dire que c'est les règles d'un bon management. Donc il fut un temps, alors effectivement il y a le management à l'ancienne que vous avez évoqué, qui me semble être d'un autre temps, mais après, on nous a, enfin, la société a voulu qu'on travaille plus que, on n'encadrait plus les collaborateurs, on les manageait. Et puis après, on parle de leadership, de leader. Donc tout ça, pour moi, c'est pour ça que je mets ça sous le chapeau de, oui, c'est un effet de mode parce que
finalement, quand on regarde les règles de base de ce qui est écrit et ce que vous avez écrit sur votre slide de management bienveillant, moi, je résume ça à du bon management parce qu'on a de l'écoute, du partage, de l'équité, de l'appréhension, qu'on ne travaille pas avec des machines, mais avec des hommes et des femmes. Donc, voilà pourquoi je continue à penser que c'est quand même un effet de mode et que je ne sais pas de quoi demain est fait. Alors, on nous parle d'entreprise apprenante. Mais je continue à penser, même après ce que vous avez dit, que c'est un effet de mode. Après, je suis très curieuse du fonctionnement de Virginie, qui, je pense, enfin, moi j'ai compris, va plus loin que du management bienveillant et effectivement dans une terminologie qui a été à la mode à un moment, dont on ne parle plus d'ailleurs trop, l'entreprise libérée, ça me semble y répondre. Pour le coup, je suis assez impressionnée par votre progression, notamment en termes de chiffre d'affaires, mais je m'interroge quand même sur les règles et la façon dont vous arrivez à gérer. Je comprends quand même qu'il y a 2 niveaux hiérarchiques et que vous avez à peu près tout le monde en râteau, si j'ai bien compris, même si effectivement, dans la terminologie des fiches de poste, on voit que vous avez quand même une personne dans chaque agence qui est identifiée comme, je ne sais pas comment vous identifiez, leader ou chef. Et il y a des petites choses là qui m'interpellent dans votre fonctionnement, c'est les rituels qu'on trouve dans les entreprises plus classiques, dans laquelle je suis par exemple, que sont les entretiens annuels. Est-ce que vous les avez remplacés et absolument comme un certain nombre de choses bannies de votre fonctionnement pour les remplacer plus par une terminologie aussi qu'on retrouve beaucoup maintenant, qui est le feedback. Je me questionne aussi sur comment vous faites, mais vous avez de la chance ou pas de ne pas avoir de syndicat de représentants de représentants du personnel, si je puis me permettre, mais je me questionne aussi sur… alors, je suis complètement en phase pour dire qu'effectivement… des collaborateurs qui sont bien au travail et qui sont en phase avec les valeurs de l'entreprise seront plus performants, ça j'ai aucun doute. Mais comment est-ce que vous gérez la partie de fin d'année qui va revenir aux augmentations individuelles? Est-ce qu'elles sont plutôt, du coup, vous avez poussé le trait jusqu'à faire des augmentations collectives? Est-ce que tout le monde est au même niveau de salaire ou pas? Et au niveau des augmentations individuelles, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que ce sont des pourcentages différents? Comment est-ce que vous le justifiez? Enfin, moi, je suis très admirative de votre principe, mais il y a des choses comme les entretiens annuels et la partie salariale qui me questionnent. Voilà. J'ai été un peu longue, pardon. Mais… Non, merci Samantha, très intéressant. Virginie va te répondre. Merci beaucoup Samantha. Alors, moi, j'ai mis comme vous, j'ai coché comme vous effet de mode. Hein. Je vais vous dire, c'est même un peu triste quand je vois que c'est un effet de mode, parce que moi, c'est quelque chose que je pratique depuis une dizaine d'années, enfin, depuis que j'ai créé mon entreprise, mais je vous dis de façon totalement intuitive. J'ai pas pris, enfin, en tout cas, les cours de management que j'avais pris dans mes expériences précédentes n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Et du coup, ce qui était une force, qui était ma force au départ, aujourd'hui, il devient moins, parce que toutes les entreprises se mettent à faire ça et de façon consciente, alors que moi, je l'ai fait vraiment de façon très sincère et très intuitive. Donc, mais je vois que maintenant, tout le monde s'y met et qu'effectivement, mon modèle devient moins innovant. Alors qu'à la base, il était innovant. Il y a 10 ans, il était innovant. L'entreprise libérée, moi, je ne me suis pas approprié ce terme-là, parce que c'est vrai que quand j'ai vu les concepts de l'entreprise libérée, je me suis dit, tiens, ça ressemble à ce que je fais. Mais moi, j'ai libéré personne, puisque j'ai créé l'entreprise comme ça. Donc, ce n'est pas dans les industries où c'était très hiérarchisé, où ils ont créé des villages, etc. J'ai déjà assisté à des conférences sur l'entreprise libérée. Moi, c'est très facile de créer une entreprise déjà avec ce principe-là et de faire très attention à ce que toute personne qui nous rejoigne soit dans cette énergie-là.
Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit tous quand même dans cette énergie-là. Et j'ai essuyé quelques échecs parce que j'ai eu aussi des collaborateurs qui ne s'y retrouvaient pas du tout, parce que la progression en termes de fonction, ben chez moi, c'est un peu compliqué. Je vais pouvoir vous donner une fonction, mais par exemple, chez Manpower, on était assistante d'agence, puis commerciale, puis chargée d'affaires, puis responsable d'agence, puis directeur de secteur, etc. Bon, chez moi, ça n'a pas vraiment ça n'a pas lieu d'être. Donc, on met des mots au-dessus des fonctions parce qu'on n'a pas le choix. Et on fait des entretiens annuels parce qu'il faut remplir des cases et que c'est obligatoire. Mais on le fait de façon, on remplit les cases pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, on discute et on parle de quoi tu as envie. Est-ce que tu as envie de changer de fonction? Comment tu te sens? Mais on ne le fait pas, même, on le fait pas à la fin de l'année. Toute l'année, moi, je m'interroge. En plus, j'ai la chance d'être très intuitive et très, d'avoir du feeling là-dessus. Quand je rentre dans une agence et que je vois quelqu'un qui ne va pas bien, je le vois et tout de suite, et ça m'est arrivé encore il y a 2 jours avec un contrat pro, je la reçois dans mon bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sens quelque chose, je sens que tu ne vas pas bien, tu ne souris pas, tu t'éteins. Et les entretiens annuels, finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps parce qu'on a veillé toute l'année à ce que ça se passe bien et qu'on n'a pas attendu la fin de l'année pour faire le point. Ensuite, pour ce qui est de rémunération, ça, c'est plus compliqué. Mais moi, pareil, comme je ne voulais pas diviser les gens, je n'ai pas mis de part variable. Déjà, sur tous les commerciaux, chez moi, ils n'ont pas de part variable. Ils ont un objectif. On a un objectif collectif et si on l'atteint, on a une prime collective. Donc, ça, c'est un fait aussi. Et là, du coup, je ne peux pas attirer des talents qui ont un esprit un peu mercenaire et qui ont besoin de voir leur salaire progresser tous les mois par du variable. Ces personnes-là ne viendront pas chez moi parce qu'il n'y a pas de variable. Parce que je considère, et ça c'est mon expérience de mon secteur d'activité, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais dans mon secteur d'activité, quand vous avez un chantier tel que la route du littoral et que vous mettez une part variable, votre commercial du port, il va gagner 2 fois ce que gagne votre commercial de Saint-Pierre qui n'a pas de route du littoral sur sa zone de chalandise. Et moi, je trouve ça injuste. Donc, j'ai banni la part variable pour avoir vécu 20 ans, 25 ans maintenant dans l'intérim à La Réunion, dans tout type de structure, avec tout type de niveau de rémunération, où je me suis dit, mais en fait, c'est injuste. Les salaires varient de façon significative, alors que la zone de chalandise n'est pas la même et que les perspectives et que les opportunités ne sont pas les mêmes. Donc, moi, j'ai pris les fixes et les variables, j'ai mis ça en fixe. Et les personnes chez moi, elles ont un fixe toute l'année. Ensuite, pour les augmentations, eh ben, quand ça va bien, j'augmente, je me base un peu sur l'augmentation même de ma progression, on va dire. Donc, tous les ans, les personnes sont… On a la chance pour l'instant d'être dans la performance, à part cette année où avec l'année Covid, on n'était pas dans la performance, mais les salaires augmentent tous les ans. Je n'augmente pas de 3%, j'augmente de 5-10%. Parce que je considère aussi qu'il faut partager la réussite et la performance. Mais c'est facile de faire ça quand on a une petite entreprise de 30 salariés, qu'on est son seul actionnaire, qu'on n'a pas, qu'on n'est pas une multinationale, et que surtout on a toute la liberté de faire ce qu'on veut et que les décisions se prennent de façon très… c'est moi qui les prends sur la rémunération. Mais en tout cas, sur la part variable et sur les augmentations, j'espère avoir répondu à votre question. Là aussi, c'est innovant. Chez mes confrères, ce n'est pas comme ça. Chez mes confrères, il y a de la part variable et elle est plus importante que le fixe. Donc, c'est une autre culture. Et chez moi, je ne veux pas qu'un commercial se dise « Mon Dieu, j'ai perdu ». Je vous donne un autre exemple. Il y a quelques années, je perds mon 2e plus gros client. Mon commercial, il ne va plus gagner ce qu'il gagne parce que j'ai perdu mon 2e plus gros client. C'est pas juste, quoi. Donc, je me suis dit, nous, on y va tous ensemble. Et comme je suis convaincue que l'énergie collective prime, tout le monde a droit à sa gratification. C'est tout le monde, à tous les niveaux. Et du coup, en salaire d'entrée, vous recrutez tout le monde au même salaire d'entrée et ça croît. Alors, tout le monde a fonction équivalente, c'est-à-dire que les salaires, chez moi, tous les commerciaux, ils ont à peu près le même salaire. Après, il y a l'ancienneté, ceux qui arrivent, celui qui va plus longtemps. Mais ça va, l'écart est très, très, très minime. Ce qui fait que là aussi, je n'ai pas de conflit parce que je n'ai pas quelqu'un qui dit mais pourquoi moi, lui, il gagne quoi? Il gagne quoi? Moi, le salaire et la rémunération, ce n'est pas un sujet chez moi. Je n'ai pas de revendication. Pour répondre à votre question sur les syndicats, j'ai un PV de carence. Je n'ai pas eu de syndicat. Donc, j'ai organisé les élections et il ne s'est rien passé, personne ne s'est présenté. Donc, là aussi, c'est confortable, mais je reconnais que c'est une chance. C'est confortable d'être avec des personnes qui sont vraiment saines, matures. Alors, sur les critères de recrutement, je m'attache à recruter des personnes qui sont dans cette énergie-là et qui fonctionnent à la confiance.
Parce que j'ai eu aussi un échec d'une personne qui m'a dit, mais moi, je veux que tu me dises ce que tu attends de moi, je veux des objectifs individuels. Là aussi, chez moi, vous ne pouvez pas vous épanouir si vous êtes un peu individualiste. C'est soit vous rentrez dans le rond, soit vous allez travailler chez un confrère. Mais chez nous, il faut qu'on ait cet esprit collectif. Ça peut fonctionner que comme ça. Sinon, tout mon système part en live et puis ça ne me correspond pas. Bon, merci Virginie. Moi, Merci. je me dis que je me dis quand même qu'il faut juste que je trouve l'idée, parce que avoir la façon dont vous travaillez qui me paraît absolument cohérente, et ce que j'essaye de, enfin, c'est un peu, Delphine pourrait en témoigner, ce que j'essaye de faire, mais dans une structure plus grosse où je suis salariée. Je me dis qu'il faut que je trouve la bonne idée pour en 10 ans faire x10 en chiffre d'affaires. Je trouve ça génial. Mais j'ai pas l'idée. Merci Samantha, merci beaucoup Virginie. Je regarde l'heure pour que tout le monde puisse. Est-ce que quelqu'un d'autre, Marianne, Florence, vous aviez retiré vos micros? Est-ce que Florence, oui, je crois que vous voulez dire quelque chose. Allez-y. Ah, on vous entend pas, Florence. On vous entend pas. Je suis dans la liste avec Samantha pour la recette pour faire x10 en 10 ans. Ok. Bon. Ceci étant, alors moi j'ai deux choses. La première, c'est que par rapport à Chevillard, je le savais, mais on est assez collé à ce mode de fonctionnement, même si on a une histoire extrêmement différente, parce que nous on a 70 ans, on a 9 sites, donc ça éparpille encore un peu plus, parce qu'on est professionnel de santé, parce que c'est forcément un peu plus cadré au niveau législatif, donc au niveau contrôle, parce que c'est lié à la profession. Mais par contre, sur tout ce qui est management, pilotage, incentive, se regrouper tous ensemble dès qu'on peut, évidemment, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas fait, mais Dieu sait que ça, on aime ça. Les salariés qui demandent quand est-ce qu'on se revoit, sur la bonne cohésion dans un magasin. Ça, c'est vraiment un truc où je me suis je pense qu'on est bien connecté à ce mode de fonctionnement. Moi, je n'appelle pas ça une mode, parce que comme disait ma grand-mère, la mode, ça revient toujours. Et pour revenir, il faut que ça parte. Et je ne pense pas qu'on puisse retrouver un mode de management très loin de ça. Je pense que quand on goûte à ce mode de management, on regarde. Et ce qui me fait dire ça, c'est que si on prend les slides qu'on a vus aujourd'hui, et qu'on met les mots inverses, un manager ne peut pas être ceci, ne peut pas être cela, c'est une évidence. Le manager qui ne partage rien, qui se fout de ses équipes, qui ne fait pas confiance, qui ne valorise personne, qui avance tout seul et qui ne partage rien, la boîte, elle ne peut pas fonctionner. Je ne vois pas quelle société fonctionnerait avec ce mode de management. Donc, pour moi, ce partage avec un P majuscule de toutes ces valeurs que Virginie nous a expliquées, je pense qu'il est là pour rester. Je ne dis pas que tout le monde est au même niveau, bien sûr que non. Mais je pense que seule l'entreprise qui fait ça peut vivre sur le long terme. Et je pense que Virginie, elle est aidée par le fait que sa boîte, elle est jeune et que c'est, m'a-t-il semblé, relativement le même profil de collaboratrice. D'ailleurs, il n'y a que des femmes, c'est sûrement des jeunes mamans ou des futures mamans, ce genre de choses. Bon, donc, je pense que ça aide à la cohésion et au partage des mêmes valeurs. Quand vous avez des personnes qui ont 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui commencent à être un petit peu fatiguées par rapport aux jeunes qui rentrent, recrutés en métropole, le schéma n'est plus le même. Mais l'objectif reste évidemment le même. Mais voilà, ça n'enlève rien au talent de Virginie, c'est bien une évidence. Hein. J'avais quand même une question. Quel est le plus gros inconvénient que Virginie partagerait avec nous de son mode de fonctionnement? Quel est son plus gros défaut? Quel est le risque? Quel est le petit point noir? Parce que quand même, il y en a bien un petit point noir quand même. Et puis peut-être qu'il n'y en a pas. Merci Florence de vos remarques et de vos questions. Virginie, on va rebondir là-dessus et puis on passera peut-être à la conclusion pour tous. Vas-y Virginie. Moi, je dirais que j'ai rencontré des limites, hein. J'ai eu des échecs et tout ça. Bon, voilà. Et en fait, il y a quelque chose qui est compliqué quand vous faites, c'est que je trouve que pour moi, une entreprise, c'est un organisme vivant.
Et moi, il y a des personnes qui travaillent avec moi depuis plusieurs années qui font très, très bien le job, etc. Mais où je me dis, j'aimerais bien qu'elles aillent voir ailleurs parce que je trouve qu'elles apportent moins d'énergie ou que l'entreprise leur ressemble plus vraiment parce elles ont changé ou on a changé, peu importe. Et en fait, des fois, j'aimerais qu'elles aient envie de partir, quoi. Alors, mais pas parce qu'en fait, pour moi, le turnover, c'est pas quelque chose qui me gêne, le turnover. En fait, moi, j'ai déjà une personne deux personnes qui sont parties de mon entreprise, qui sont allées vivre autre chose et qui sont revenues. Parce qu'elles sont allées vivre autre chose et parce que j'avais besoin de vivre autre chose. Mais moi, j'aime bien le mouvement dans l'entreprise. J'aime bien que ça rentre, que ça sorte, parce que c'est aussi comme ça qu'on est, quoi. C'est aussi comme ça. Je trouve que la vie professionnelle, elle peut s'exprimer différemment et que c'est riche de vivre des expériences différentes. Bien sûr. Et que quelqu'un chez moi qui a connu que ça, etc., des fois, j'ai envie de leur dire, mais va voir ailleurs si tu ne peux pas faire autre chose, quitte à revenir un jour peut-être, mais et j'ai pas, enfin, des fois, et là j'ai un cas en ce moment où je me dis, c'est dommage qu'elle ait. En fait, ils ont peur qu'ailleurs ce soit pas aussi bien que tout ça, mais c'est pas les bonnes. Ils ne restent pas pour les bonnes raisons. Voilà. Je me dis, elle reste parce que c'est confort, parce que ce système est confort, et peut-être qu'elle serait dans un système qui appuie plus sur la performance, sur la pression, etc. Peut-être qu'elle partirait. Mais j'ai pas envie de mettre la pression pour qu'elle parte. Je veux dire, je voudrais que d'elle-même, elle ait envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu les limites. Moi ma limite, c'est que j'ai un turnover limité et que j'aimerais des fois que ça bouge un peu plus. Ça, et puis un gros échec que j'ai vécu avec quelqu'un qui était de la vieille école, entre guillemets, et qui vraiment m'a dit, mais ton système, j'y crois pas, enfin, qui était un de mes cadres, hein, parce que j'ai pas beaucoup de cadres, j'en ai 3 ou 4, et qui m'a dit, j'y crois pas, ça marchera jamais, etc. Et qui s'est pas épanoui, alors que c'est quelqu'un avec qui j'avais vraiment envie de travailler, et qui n'a pas du tout adhéré parce que il lui manquait les objectifs. Pour moi, pour elle, en tant que manager, il fallait qu'elle décide des congés des unes et des autres, qu'elle décide de l'augmentation annuelle. Pour elle, être manager, c'est exercer un pouvoir. Et le fait de plus être sur ses valeurs, je décide de tes congés, je décide de ton augmentation, je te donne des objectifs, je contrôle ton travail. Et ben, comme elle n'avait plus tout ça, ben, elle n'est pas restée et elle m'a dit ton truc, il est nul. Et ça, c'est un gros échec de casting probablement. Oui. Mais, voilà, quelqu'un qui est dans ce schéma-là, il ne peut pas s'épanouir dans un truc chez nous, comme nous. Quoi. Donc, du coup, je pense que ça nous prive de certains talents quand même, malgré tout. Mais bon. Alors, je voudrais juste rajouter une chose parce que moi, je suis hyper ravie que tout le monde trouve ici, que la discussion sur c'est une mode, pas une mode, et qu'au final, peut-être que peu importe quand ce soit une ou pas, je serais assez d'accord sur le fait que c'est pas une mode. Par contre, moi, pour travailler avec pas mal d'entreprises ici, ce que je constate, c'est que tout le monde n'utilise pas le management bienveillant. C'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, effectivement, ce que disait Florence, que oui, un manager qui fait bien son taf, il va faire tout ça, qui ne va pas faire que l'inverse. Mais par contre, d'avoir la combinaison de tout ça qui se retrouve chez un même manager, ça, c'est quand même pas toujours le cas. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir d'entendre des personnes qui se disent, bah oui, non, mais c'est évident, le management, c'est ça. Parce que... mais je suis en pleine gratitude parce que je rencontre beaucoup d'entreprises dans lesquelles, effectivement, j'ai plutôt des managers, comme vient de dire Virginie, qui veulent cadrer, qui veulent du pouvoir, c'est leur ego qui gère et qui sont donc dans des postures de domination qui ne sont pas forcément malveillantes, mais qui ne sont pas franchement bienveillantes. Voilà, donc vraiment, merci pour ce retour sur l'évidence qu'un manager, c'est ça, c'est comme ça qu'il doit être. Alors, merci Carole. Je voulais intervenir parce que du coup, par rapport aux relations qu'on a avec les entreprises, on en rencontre quand même pas mal des dirigeants. Et sur le management qu'ils ont en interne, moi, au niveau juridique et social, j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je ne suis pas du tout à même de juger leur management. Mais par contre, ce que je vois, c'est que dans certaines entreprises où il y a un management qui est quand même plus ou moins, on va dire, paternaliste, mine de rien, il y a quand même de la performance et de la productivité. Donc,
Je pense qu'en fait, effectivement, un management bienveillant aujourd'hui dans la création de sociétés, dans les nouvelles sociétés qui se créent, est indispensable, je pense, pour qu'une entreprise soit performante, parce que sinon, de toute façon, pour retenir les talents, ce n'est pas forcément évident d'être dans une entreprise, enfin, d'être dans un management paternaliste ou autre type de management, mais c'est pas parce qu'on a un autre type de management que cette performance et cette productivité ou bien le bien-être au travail n'est pas ressenti par les salariés, parce que tout dépend, et c'est ce que disait Virginie tout à l'heure, ce management-là n'est pas forcément adapté à tous les talents, à tous les salariés, et également, ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de nous, de se dire finalement, est-ce qu'elle est apte à se dire, bon, bah, tiens, je vais m'enrichir par le fait d'aller dans une autre entreprise avec un autre type de management pour voir autre chose, etc., et voir ça comme un enrichissement. Et finalement, en fait, je pense qu'il faut vraiment je pense, hein, en les regardant en tout cas, que pour les entreprises qui se créent, c'est indispensable, et pour les entreprises qui souhaitent garder vraiment des gens sur du long terme et tout, aujourd'hui, ça devient indispensable. Mais pour les entreprises qui sont déjà créées depuis longtemps, qui sont finalement, en fait, on se rend compte que vu que c'est pas adapté à tous les salariés, que finalement, pour embarquer ce mouvement, on est obligé de rester sur plusieurs types de management et pas de passer directement et de faire une coupure avec un management bienveillant, parce que ce serait difficile d'amener tous ces salariés à nous suivre. Merci Audrey. Merci beaucoup à vous toutes. C'était très riche. On a passé une bonne heure et demie tous ensemble. Merci à vous. Merci Carole et Virginie pour la richesse de cette conférence. Ce que je vous propose, c'est que bien on se quitte là, mais si vous avez besoin, bien évidemment, d'échanger avec Carole, Virginie ou même toutes ensemble, je pense qu'on serait ravis de pouvoir continuer. C'est un sujet qui peut nous mener jusqu'au bout de la nuit. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Audrey de ta confiance. Et puis, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. On va se retrouver en mai sur un autre sujet qui est celui de la gestion du temps, avec Olympe qui interviendra. La gestion du temps, c'est une notion importante pour les dirigeants. Donc, j'aurai le plaisir de rejoindre Olympe d'accueillir Olympe au mois de mai. Et puis, au mois de juin, nous aurons sûrement un diabétologue, médecin diabétologue, et on parlera de la nutrition et de l'importance de l'alimentation santé, un sujet que j'affectionne particulièrement. Samantha me sourit et Virginie aussi. Je ne reviendrai pas, je connais maintenant. Mais là, on aura un médecin. Moi, je ne suis pas médecin, mais ce sera intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle soirée. C'était vraiment un chouette moment de partage. Merci à vous. Merci Delphine. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.